Vincent Schriquier, directeur général du Centre d'analyse stratégique. Monsieur, bonjour et merci de nous accueillir. Merci à vous tous. Je suis effectivement très heureux d'être là pour la deuxième fois, puisque c'est la deuxième année que nous organisons ce colloque international à la rentrée et que nous l'organisons en partenariat avec les autres organismes d'expertise économique placés auprès du Premier ministre, le Conseil d'analyse économique et le CEPI. Je vous donne un aveu, c'est que le thème de ce colloque a un peu changé. On avait prévu il y a 6 mois de faire un colloque sur la croissance de demain et à l'époque c'était parce que on pensait en septembre définir, la crise étant loin derrière nous, de quelle manière on allait pouvoir construire la nouvelle croissance dans un monde souriant et optimiste. Les choses ont un petit peu changé et on voit bien aujourd'hui que la crise se poursuit sous des formes différentes. Mais que la question de savoir comment on en sort est encore celle qui ajoute la presse, les observateurs, de manière extrêmement immédiate et parfois angoissante. Et en même temps, je pense que les circonstances font que ce colloque arrive particulièrement au bon moment. D'abord parce que, quelle que soit la dureté des temps et les difficultés conjoncturelles, les soubresauts des marchés, je pense qu'il ne faut jamais perdre de vue les questions structurelles qui sous-tendent effectivement la croissance de demain, la politique industrielle, la compétitivité prix et hors prix, qui seront les sujets de ce matin. Parce que finalement, la seule réponse durable qu'on pourra apporter au marché, quelles que soient encore une fois les difficultés qu'on connaît aujourd'hui dans le système financier, dans les banques, celle qui lèvera définitivement les incertitudes, c'est notre capacité à rassurer pour la France et pour l'Europe sur la construction d'un sentier de croissance durable. Et pour y parvenir, la question centrale est celle de la politique industrielle et d'innovation, qui seront le sujet de notre première table ronde, introduite par Christian de Boissieu, président du Conseil d'analyse économique. Merci Christian. On a fait un travail il y a quelques mois au Centre d'analyse stratégique avec la Direction générale du Trésor qui s'appelait France 2030. On s'interrogeait sur les scénarios de croissance à l'horizon 2030. Et ce qu'a montré ce travail, c'est qu'une croissance durable, dans la régulière, est tout à fait à notre portée, à condition de s'appuyer sur une utilisation productive du capital, c'est-à-dire de sortir de ce qu'on a connu qui finalement a abouti à la crise, de ces à-coups dans le financement, de ces bulles, et d'arriver à réorienter le capital vers les technologies clés, vers les technologies d'avenir, vers celles qui vont permettre de construire la croissance. Je pense que c'est l'un des enjeux majeurs pour effectivement construire la croissance de demain. Et pour donner un seul exemple, les technologies vertes me paraissent vraiment emblématiques parce qu'elles représentent des technologies non seulement qui participeront à la croissance, mais qui seront de plus en plus importantes pour la compétitivité au fur et à mesure qu'on ira vers la transition écologique dans un monde de ressources naturelles rares, dans un monde de prix du carbone élevé. Et je pense qu'à côté des technologies vertes, il y a un ensemble de technologies clés de l'avenir. Notre responsabilité, c'est de préparer leur maîtrise. Et cette question de l'innovation est extrêmement large. Elle touche un nombre considérable d'instruments publics. On les balayera rapidement ce matin. Les investissements d'avenir. J'en profite pour vous signaler dans votre dossier un certain nombre de notes du Centre d'analyse stratégique et aussi du CEPI, dont l'une qui porte sur cette question. Les financements privés, il y a une autre note dans votre dossier sur le financement d'amorçage, qui est l'un des points sur lesquels l'Europe a vraiment des progrès à faire pour pour trouver les financements des technologies de demain, et plus largement un véritable écosystème de l'innovation à l'échelle de notre continent. Et de ce point de vue, et même si ça nous emmène assez loin, je pense qu'on peut plaider que l'une des réformes les plus importantes qui ont été faites dans ce domaine ces dernières années est la réforme des universités et la réforme de la recherche. Le deuxième enjeu structurel qu'on va étudier ce matin, c'est celui de la compétitivité. Ce sera l'objet de la deuxième table ronde, introduite par Agnès Benassi-Kéré, directrice du CEPI. Et vous avez dans votre dossier une lettre de la compétitivité du CEPI. Cette question est extrêmement présente dans le débat public, souvent d'ailleurs sur le thème de la lamentation, sur le retard par rapport à l'Allemagne, sur le fait que les pays émergents nous rattrapent d'une manière qui serait impossible à maîtriser, avec des coûts salariaux qui restent faibles et en même temps une maîtrise technologique de plus importante qui fait qu'il n'y a plus de chasse gardée pour les pays développés. Et de ce point de vue-là, il y a effectivement des sujets de préoccupation.
Mais en même temps, je pense qu'il y a un certain nombre de points qu'il ne faut pas perdre de vue, et j'en citerai quelques-uns rapidement. D'abord, il ne faut pas oublier que la France reste un pays leader, notamment dans la haute technologie, plus encore que l'Allemagne d'ailleurs, qui est plus spécialisée dans la moyenne technologie, dans les secteurs comme l'aéronautique, l'aérospatiale, la pharmacie et d'autres. La France a la capacité à avoir des leaders mondiaux. Deuxièmement, pour revenir à cette comparaison avec l'Allemagne, qui est vraiment un point focal du débat public et l'un de ceux qu'on va examiner dans cette deuxième table ronde, l'Allemagne est compétitive en termes de coûts, mais c'est en réalité toute la chaîne de valeur qui est en cause. La capacité de l'Allemagne à avoir des sous-traitants, notamment dans les pays d'Europe centrale, à se garder les étapes d'assemblage, les étapes à haute valeur ajoutée. Et donc, quelque part, ce qui est en jeu, ce n'est pas simplement de comparer les coûts de manière mécanique, mais c'est toute l'organisation internationale de la production. Et je pense que c'est pour ça que c'est vraiment une question centrale pour la France et pour l'organisation de la production européenne par rapport à la compétitivité. Et enfin, même dans les pays émergents, il est clair qu'il y a des dynamiques salariales qui sont à l'œuvre, qui sont très puissantes. C'est des développements très très rapides, mais qui sont en même temps construits sur des déséquilibres économiques qui sont relativement forts. Et il y a des scénarios dans lesquels ces déséquilibres se résorbent rapidement et les pays émergents peuvent perdre en compétitivité dans les années à venir plus rapidement que ce qu'on imagine parfois. En tout cas, c'est un domaine où les positions ne sont absolument pas figées. Bien sûr, ces questions structurelles qui sont déterminantes pour les années à venir ne doivent pas occulter l'enjeu fondamental de notre capacité à adopter nos politiques macroéconomiques, notre surveillance financière dans le contexte de la crise que nous connaissons aujourd'hui. C'est un point sur lequel nous aurons en particulier la chance d'entendre François Baroin, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui interviendra en introduction de l'après-midi. Et c'est le point sur lequel portera la table ronde de l'après-midi, qui sera introduite par Daniel Cohen, directeur du CEPREMAP. J'ai mis l'accent au début de notre intervention, comme ce sera le cas au début de ces colloques, sur les questions structurelles. Et je suis persuadé que ces voies de croissance de moyen terme existent, mais ce n'est évidemment pas l'objet de nier la gravité de la crise actuelle et des défis qu'elle fait peser aux responsables publics. En même temps, ces responsables publics ont une chance. Ils ont une chance, c'est qu'on a déjà connu des crises majeures dans le monde. La crise de 1929, la crise structurelle du Japon avec la trappe à liquidité dans la décennie 90. Je ne dis pas que c'est une chance d'avoir eu des crises majeures, mais c'est une chance parce que ça nous donne des enseignements. Et c'est, je pense, une des raisons pour lesquelles les responsables politiques d'aujourd'hui, qui sont très conscients de ces risques-là, ont réagi avec des mesures exceptionnelles, des plans de relance ambitieux. Les banques centrales ont modifié de manière profonde les conditions de mise en œuvre de la politique monétaire. Et je pense que les uns et les autres ont montré leur détermination absolue à parer au risque de scénarios catastrophiques comme ceux que je viens d'évoquer. Et vous avez une note dans votre dossier également du Centre d'analyse stratégique qui fait un peu le point sur l'état des politiques budgétaires et monétaires et ce qu'on peut en dire à ce moment de la crise. Les États doivent convaincre aujourd'hui de leur capacité à redresser leurs finances publiques. C'est un des points majeurs des difficultés qu'on connaît. Mais plus encore que les capacités de redressement aujourd'hui, ce qui compte, c'est là aussi donner des perspectives, montrer qu'on est capable de redresser ses finances publiques dans la durée, pas seulement quand ça va mal, mais aussi de reconstituer des marges de manœuvre quand ça ira mieux. Et c'est pour ça que le débat actuel sur les règles budgétaires, sur les règles d'or, me paraît aussi important. C'est évidemment là, on est au cœur de l'actualité et nous entendrons le Premier ministre à la fin de cette journée qui nous dira, au moment où l'Assemblée nationale vient d'adopter le plan budgétaire, sa vision des perspectives pour le modèle de croissance français. Quant à l'Europe, la crise, comme toutes les crises, la contraint à un vrai choix. Le statu quo est impossible. Et l'Europe a fait finalement le choix soit de reculer, et d'ailleurs elle l'a toujours, et c'est une partie des débats qui sont y compris dans la presse d'aujourd'hui, soit de reculer, d'abandonner la zone euro ou d'abandonner une partie de la construction monétaire, soit d'avancer en allant plus loin dans la solidarité entre les économies, plus loin dans la constitution d'un gouvernement économique de la zone euro. Et on peut gloser sur les décisions des États, les vitesses de réaction, mais je pense qu'il y a un point qu'on ne peut pas contester, c'est le sens de la décision. Les dirigeants européens ont clairement choisi d'unir leurs efforts pour sauvegarder, pour aller plus loin dans cette construction singulière et audacieuse, elle était à l'époque, on mesure aujourd'hui à quel point elle l'est encore, qu'est l'union économique et monétaire. Et je voudrais conclure sur ce point parce que je pense que la question
sans doute essentielle, en tout cas la plus passionnante qui nous est posée aujourd'hui, c'est bien celle-là. Comment est-ce qu'on adapte la construction européenne pour retrouver durablement le chemin de la croissance? Alors ça passe par des mesures techniques, à ce niveau-là tout est politique, mais des mesures précises. Par exemple, enrichir les critères par rapport aux simples critères de Maastricht. Il y a également une note dans votre dossier sur les indicateurs qu'on pourrait se donner. Assurer la convergence réelle dans des domaines comme la fiscalité ou l'environnement des entreprises. Garantir une véritable mobilité au sein de l'espace européen. Mais évidemment, c'est aussi et surtout un enjeu politique. Il faut aller plus loin dans le gouvernement économique de la zone euro, comme l'ont proposé Nicolas Sarkozy et Angela Merkel le 16 août dernier, et il faut faire de l'Europe le continent de l'innovation et donc de la réussite économique au cours des années à venir. Et c'est parce que cet enjeu-là est tellement crucial que je suis particulièrement heureux d'accueillir, pour ouvrir ce colloque, Michel Barnier, commissaire européen chargé du marché intérieur et des services, non seulement parce que son poste lui donne une responsabilité particulière dans ce domaine, mais parce que je sais qu'il a des convictions profondes à la fois sur l'importance de la construction européenne et sur notre capacité à construire une voie de croissance dans le cadre européen. Il s'est exprimé plusieurs fois là-dessus au cours des mois passés et je suis particulièrement heureux de l'accueillir ce matin. Merci à vous, Monsieur le Commissaire, cher Michel, et merci à tous nos intervenants, notamment ceux qui sont venus de l'étranger, de Bruxelles comme vous, du Royaume-Uni, d'Allemagne, d'Autriche, des États-Unis, pour partager leur vision avec la nôtre. Et merci enfin à chacun d'entre vous d'avoir accepté de nous accorder un peu de temps ce matin pour débattre de ces sujets. Très bonne journée, très bon colloque. Merci beaucoup Vincent Schricki.